devoir, vous devez soumettre un cahier Jupyter. Je vais plutôt plus souvent dire Jupyter Notebook. Et on vous demande aussi que chacun de ces cahiers-là puisse fonctionner dans l'environnement de Google Colab. On a choisi cet environnement-là parce que il y a déjà toutes les librairies nécessaires pour la programmation d'applications en apprentissage automatique qui y sont installées. Donc, ça va vraiment vous éviter des soucis si vous ne souhaitez pas installer sur votre ordinateur personnel ces librairies-là. Ça nous donne aussi une plateforme commune à tous. Donc, ce tutoriel-là se veut une introduction très de base à ces deux concepts-là. Plusieurs d'entre vous sont sans doute familiers avec les cahiers Jupyter et l'environnement Google Colab, mais peut-être qu'il y a quand même quelques petits trucs que vous pourriez apprendre dans cette présentation-là. Donc, le but de la présentation, c'est que tout le monde soit en mesure d'écrire et d'exécuter un cahier Jupyter, et en particulier d'être capable d'exécuter ces programmes-là dans l'environnement Google Colab. Donc, pour le cours, on suppose que vous maîtrisiez déjà Python. Si vous avez besoin d'un petit rappel, le tutoriel qui se trouve sur le site officiel de Python est un bon point de départ. Si vous le souhaitez, peut-être une bonne façon de vous initier au cahier Jupyter, c'est de créer un nouveau cahier et de passer à travers le tutoriel. Et de cette façon-là, ça vous permet aussi de sauvegarder des notes intéressantes qui sont interactives, que vous pouvez éditer et exécuter à volonté. Si vous avez besoin d'informations un peu plus approfondies, l'Université Stanford a un excellent tutoriel qui est spécialisé pour Google Colab. Alors, un cahier Jupyter, c'est tout simplement un document dans lequel on va retrouver à la fois le code source, des descriptions en clair, donc du texte, et des visualisations riches, c'est-à-dire des tableaux, des graphes, des figures, qui sont généralement le résultat de l'exécution du code Python. L'environnement nous fournit un éditeur qu'on peut exécuter dans une page web. Donc, c'est ce que je disais précédemment. C'est pratique parce qu'on peut y accéder à partir d'un grand nombre de plateformes sans avoir à installer soi-même toutes les librairies nécessaires. C'est vraiment un concept qui est vraiment répandu. Particulièrement en sciences, on souhaite que la science soit, que l'on puisse reproduire les résultats qui sont présentés dans les papiers. Donc, on a pris l'habitude de partager des exemples comme ça dans ces cahiers-là et ça permet aux collègues qui font la lecture des papiers de valider les résultats et de s'assurer que tout fonctionne de la façon qui a été décrite dans la publication. Mais vous allez voir aussi que c'est vraiment un peu addictif. C'est une plateforme qui nous permet là, vraiment de faire des changements à nos applications, immédiatement voir le résultat. Donc, c'est très, très interactif. On va regarder tout de suite un exemple. OK, donc on est dans le navigateur. Il y a une page qui a été chargée. Donc, si on regarde ici, on est dans l'environnement de Google, donc colab.research.google.com. Et le document en question a été servi à partir de GitHub, à partir de mon propre dépôt. Donc, on voit, on a un éditeur et un environnement pour exécuter le cahier qui tourne dans une page web. On va regarder rapidement là, les différents morceaux. Donc, on voit ici, il y a du texte. Il y a des énoncés. Donc, on peut entremêler du texte et des énoncés. Et c'est essentiellement ça
qu'on retrouve là, dans un cahier Jupyter. Et l'élément qu'on aime beaucoup, puis qui va être particulièrement utile pour nos travaux, c'est que lorsqu'on exécute le code et qu'il y a un résultat graphique, le résultat apparaît dans la page elle-même. Okay? Donc, pour aujourd'hui, c'est pas tellement, c'est pas important. On va pas porter notre attention sur les librairies qui ont été utilisées puis le code source. Ce qu'on veut faire, le but, c'est d'être capable de comprendre comment on peut éditer, exécuter un cahier Jupyter. Alors, si on voulait exécuter les bouts de code qui sont dans cette page-là, on pourrait exécuter tout le code, toutes les cellules d'un coup. Uh-huh. Alors, on voit ici que on doit avoir un compte chez Google pour pouvoir exécuter le programme. Ce qui est tout à fait logique parce que là, le programme en question, il va tourner sur un CPU de Google, en fait dans une machine virtuelle qui tourne Linux et qui exécute notre serveur Jupyter. Dans certains cas, l'exécution du code peut prendre un certain nombre de minutes. Donc, c'est clair que Google doit comptabiliser tout ça, de sorte que si vous utilisez trop de ressources, ben, éventuellement, ils vont vous demander d'avoir un compte payant. Mais pour notre cours, vous devriez être en mesure de compléter tous les devoirs avec le compte gratuit. S'il se trouve que vous utilisez beaucoup cet environnement-là, peut-être pour des projets personnels, il y a aussi des versions payantes, la version Pro, Pro Plus, qui sont finalement assez abordables. On parle de peut-être un 14 par mois et qui vous donnent accès à plus de temps de calcul, des processeurs graphiques plus puissants, puis aussi la possibilité de exécuter le code et de quitter la page et que l'exécution se fait en arrière-plan, puis vous revenez plus tard, vous avez le résultat de votre exécution. Donc, il y a plusieurs avantages à avoir les versions payantes, mais pour le cours, la version gratuite va faire l'affaire sans problème. Alors, donc, je vais aller dans mon compte. Donc, comme je vous disais, on pourrait exécuter l'ensemble des cellules, mais c'est souvent pas ce qu'on va faire. Souvent, on va plutôt exécuter une cellule à la fois, voir le résultat, corriger les erreurs s'il y en a, ou adapter, changer les valeurs des variables pour les fins de notre analyse. Donc ici, j'ai choisi d'utiliser des données qui viennent de la ville d'Ottawa. La ville d'Ottawa partage beaucoup de données, ils ont un portail pour ça. Puis entre autres, il y a des données sur la température de la rivière des Outaouais. Comme je vous dis, on n'a pas à se préoccuper vraiment pour aujourd'hui des librairies qui seront utilisées. On veut juste comprendre les mécanismes. Donc, un document, un cahier Jupyter, essentiellement, c'est des cellules de code. Ces cellules-là peuvent contenir du code Python, mais aussi on pourrait avoir du code R, Julia, Scala. Mais pour nous, on va se limiter à Python. Le deuxième type de cellules qui nous intéresse, c'est des cellules de texte. Le texte est formaté dans un format qui est très simple, qui s'appelle Markdown. Donc la cellule, par exemple, sur laquelle on est une cellule Markdown. Un format vraiment simple où, si on veut introduire un titre de section, on met le symbole ici de numéro. Un seul, ça nous fait un titre de section. Si on met deux symboles, on a une sous-section.
Puis comme vous l'avez imaginé, si j'ajoute 3 symboles, ça devient un titre de sous-section. Le format est très simple. Si on veut mettre quelque chose en caractère gras, on n'a qu'à ajouter 2 astérix au début et 2 astérix à la fin. En fait, l'éditeur nous permet même de le faire automatiquement comme ça. Donc, c'est vraiment convivial, c'est vraiment simple. Il n'y a pas de grandes difficultés de ce côté-là. Donc, je vais quitter cet éditeur-là, puis on revient à la cellule qui a été formatée avec les changements. Alors, donc, vous voyez que lorsque mon curseur arrive au-dessus d'une cellule qui comprend des énoncés, il y a un bouton qui me permet l'exécution. On voit ici, il y a une fenêtre avec un message. On me dit que le code n'a pas été développé par Google. Est-ce que je veux l'exécuter tout de même? Ce qui est une bonne précaution parce que vous pourriez avoir reçu le lien vers un cahier et vouloir l'exécuter, puis peut-être que les ressources qui seraient demandées seraient très grandes, donc ça grugerait de votre budget. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose qu'il y ait ce pare-feu-là qui nous évite des soucis. Alors, on voit qu'une fois que la cellule a été exécutée avec succès, il apparaît un petit symbole ici en vert, puis on a le temps d'exécution. Donc, pour simplement charger les librairies nécessaires, ça s'est fait presque instantanément. C'est important d'avoir à l'esprit que lorsqu'on utilise l'environnement de Google Colab, on utilise des ressources de Google. Donc, le programme s'exécute dans un ordinateur virtuel chez Google, ce qui fait en sorte que si on crée des données, des résultats dans notre cahier ou dans le répertoire courant, ces données-là sont dans la machine virtuelle chez Google. Donc, tout résultat qu'on souhaiterait conserver, il va falloir le rapatrier soit vers votre compte personnel Google Drive ou le télécharger sur votre ordinateur personnel. Donc, comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on accède à l'environnement Google Colab, il y a une machine Linux virtuelle qui est lancée. Cette machine-là exécute un serveur Jupyter et ce serveur-là va lancer un filin d'exécution dans lequel il y a un interprète Python. Donc, chacune des cellules qui est exécutée dans cet environnement-là qui est partagé par toutes les cellules de la page. Ce qui fait en sorte qu'il faut toujours avoir à l'esprit qu'il faut exécuter les cellules dans l'ordre logique. Comme tout programme, on doit par exemple ici d'abord s'assurer que les librairies ont été chargées dans l'interprète Python avant de les utiliser. Donc au début, lorsqu'on débute avec Jupyter Notebook, souvent, si on a des soucis, c'est justement qu'on n'a pas bien apprécié le fait que chacune de ces cellules-là partage un environnement d'exécution et que si on fait des changements, il faut réexécuter les cellules dans le bon ordre de sorte que l'interprète Python ait le bon état. Alors, si on poursuit, ici, donc, l'URL qui est là, c'est l'URL qui me permet de télécharger les données du portail de la ville d'Ottawa. Je vais télécharger ça. Ça s'est fait assez rapidement, 1 seconde, il n'y a pas eu d'erreur. Comme je vous dis, pour aujourd'hui, on ne se préoccupe pas trop du code Python. On aura la chance de regarder ça plus tard.
Donc ici, vous allez voir que ça va prendre un petit moment. Le fichier a pas mal de données. Donc, j'avais au préalable regardé le contenu du fichier. Je m'étais aperçu qu'il y avait un onglet qui s'appelait Britannia Raw Water Temperature. Donc, c'est cet onglet-là que je vais lire. J'avais consulté les données, puis je savais là, que les années qui m'intéressent sont les années 2005 à 2023, puis que ces données-là sont situé dans le fichier Excel entre les lignes 11 et 375. Donc, évidemment que tout ça varie là, d'un jeu de données à l'autre. Il faut explorer un peu, comprendre notre jeu de données. Puis on voit ici que les cellules qui nous intéressent sont situées à partir de la colonne B11. OK, donc on a vu que ça a pris quand même 39 secondes pour lire ce fichier-là. Je vais exécuter cette cellule-là. Ça s'est fait de façon quasiment instantanée. J'ai tout simplement défini là, quelles sont les colonnes qui m'intéressent, les années qui m'intéressent. Et maintenant, on peut tracer le résultat. Donc, si j'exécute ça, on voit le résultat. On voit que c'est assez un fouillis, là, parce qu'il y avait plusieurs années. C'est difficile, si je m'intéresse à l'année 2023, de bien la voir. Donc, je pourrais faire une modification ici à mon code. Disons que je m'intéresse aux années 2020 jusqu'à 2023. Je réexécute ça. Il y a seulement cette cellule-ci qui a été exécutée. Ça n'a pas affecté le graphique. Pour changer le graphique, je dois exécuter la cellule qui contient les énoncés pour faire l'affichage. On voit que maintenant, on a juste ces 4 années-là. Le graphique est beaucoup plus clair. On voit entre autres que l'année 2023, finalement, était une année où la température de l'eau était possiblement moindre que les années qui précédaient. Okay, donc, ça vous donne une idée là, du genre de cahier qu'on va utiliser durant le semestre. Il y a des cellules avec du texte et des cellules avec des énoncés Python. On va retourner à la présentation. Donc, si on le veut, on peut aussi exécuter ces programmes-là sur notre environnement local. Ici, ça suppose qu'on a déjà l'environnement Jupyter installé localement, ce qui est le cas sur mon ordinateur. Et on voit les deux commandes qu'on peut utiliser pour lancer l'exécution. Donc, je vais revenir ici. Je vais copier cet énoncé-là. Toujours une bonne idée d'utiliser ce petit icône-là qui va copier simplement le code source et va enlever tout formatage HTML qui pourrait être présent. J'ai déjà sur mon ordinateur local tous les cahiers qui m'intéressent pour cette présentation-là. Je peux donc lancer l'exécution. On voit que ça m'amène dans mon navigateur. Je vais retourner dans ma fenêtre ici pour qu'on puisse prendre une minute pour voir ce qui s'est passé. J'ai donc exécuté mon environnement Jupyter, ce qui a démarré un serveur Jupyter qui tourne localement, donc localhost, sur le port 8888. Et là, ça a lancé le furteur vers cette page-là. On voit ici que la fenêtre de commande est bloquée parce que le serveur Jupyter tourne toujours. Donc, si je viens ici, c'est sensiblement le même contenu qu'on a vu préalablement.
La seule différence, c'est que si j'exécute le code dans cette page-ci, ben, ce sera mon ordinateur local qui sera utilisé pour faire les calculs. Okay, donc là, on voit qu'il y avait une erreur dans le cahier. C'est de voir si je peux rapidement trouver la source. Ah, il me semble pourtant que j'avais exécuté cette cellule-là. Possiblement pas. Parce qu'il manquait dans l'environnement la bibliothèque request. On va essayer ça à nouveau. Cette fois-ci, ça fonctionne. Okay, donc, c'était pas une mauvaise chose d'avoir cette erreur-là. Ça pourrait aussi vous arriver. OK, donc on va exécuter cette cellule-ci. Comme pour l'environnement Google Colab, là, ça va prendre un petit moment à faire la lecture des informations. On voit ici en haut à droite que l'environnement qui est utilisé présentement, c'est Python. Il serait possible de changer cet environnement d'exécution-là. On va passer à cette cellule-ci. Est-ce que ça a bien été exécuté? Je pense que oui. On va passer à la suivante. Et on a notre graphique. Donc là, si on va dans le menu ici, Fichier, File, vous allez voir, il y a une entrée qui est un peu particulière. Ça nous dit Shutdown. Effectivement, ce serveur-là qui est en train de tourner, on veut terminer l'exécution. Donc, Shutdown. Page. Et si je reviens ici, on voit que j'ai à nouveau la main. Je peux exécuter des commandes dans la fenêtre, dans le terminal. OK, donc, on poursuit. Donc, pourquoi utiliser un environnement comme ça? Ben, c'est un environnement qui est assez facile d'utilisation. On est dans un navigateur. Tout le monde a l'habitude d'utiliser des furteurs, des navigateurs. Donc, c'est très intuitif. On peut faire l'édition, l'exécution à partir d'un environnement assez modeste, un téléphone, une tablette. Ça favorise beaucoup l'analyse exploratoire. Donc, il est facile de changer les valeurs des paramètres, réexécuter, voir le résultat. Donc, c'est assez addictif. Une des grandes forces, puis une des raisons pour laquelle ça a été développé, c'est la visualisation. Et souvent en sciences, on utilise des cahiers comme ça pour l'idée de rendre les exemples faciles à reproduire. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler avec ces cahiers Jupyter-là? La façon la plus simple, c'est vraiment l'environnement Google Colab. C'est la façon la plus simple parce que c'est un environnement qui a été créé justement pour l'apprentissage automatique. Donc, toutes les librairies qui nous intéressent pour notre cours sont déjà présentes dans cet environnement-là. On a vu qu'il est possible d'installer localement l'environnement Jupyter, soit Notebook, soit Jupyter Lab, qui est un environnement plus moderne qui nous permet, qui ajoute un élément où on peut accéder au répertoire local et sélectionner différents cahiers. Il est possible aussi d'utiliser Visual Studio Code, qui est un bel environnement pour travailler avec nos cahiers Jupyter. Puis il y a même une version qui est Jupyter Hub qui nous permet d'avoir plusieurs utilisateurs en même temps qui utilisent la plateforme. Alors, s'il se trouve que vous souhaitez installer l'environnement sur votre ordinateur, pour des raisons quelconques, il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus simple de base, c'est d'utiliser l'environnement ou le programme, l'outil qui s'appelle pip.
qui est un outil qui permet d'installer des librairies Python. À la fin de la présentation, je vais vous parler quelques minutes d'autres environnements qui permettent de gérer les bibliothèques sur votre ordinateur. Donc, selon que vous avez un environnement de style Unix, Linux ou macOS ou un environnement Windows, les commandes sont un petit peu différentes. Il faut s'assurer qu'on a une version suffisamment récente de Python, qu'on a une version qui est installée sur notre ordinateur de pip. Vous avez les commandes dans les deux cas. Et c'est vraiment simple. Pour installer, par exemple, l'environnement JupyterLab, il suffit de taper pip install JupyterLab. C'est fait. Et ensuite, on peut lancer l'environnement JupyterLab de la façon suivante. Donc, c'est vraiment simple. Je vous ai créé un certain nombre d'exemples. Chacun veut présenter des idées différentes. Donc, on va passer à travers ces exemples-là. Premier exemple, c'est un exemple où il y aurait une bibliothèque manquante dans l'environnement Colab. Pour vos projets personnels, il se pourrait que vous souhaitiez utiliser d'autres librairies qui ne sont pas disponibles. Donc, j'ai eu l'idée de vous présenter des façons de contourner le problème, puis on va voir que ça nous permet de mieux comprendre cette plateforme-là. Par contre, c'est important que vous ayez à l'esprit que pour les devoirs, il ne faut vraiment pas que vous utilisiez des librairies, des bibliothèques qui ne sont pas standards à l'environnement Colab. Pourquoi? Parce qu'on souhaite que vos aides à l'enseignement soient en mesure de corriger vos travaux sans avoir nécessairement à réexécuter le code. Et si vous utilisez des bibliothèques non standards, là, ça ajoute beaucoup au temps de correction. Il pourrait y avoir des conflits entre les différentes bibliothèques. Donc, ça devient très difficile à gérer. Donc, on s'assure que pour les travaux, les programmes puissent être exécutés dans l'environnement Colab sans ajout. Donc, pour que l'exemple fonctionne, on va l'exécuter dans l'environnement Colab, puisque c'est ce que je veux faire. Je veux vous démontrer qu'est-ce qui arrive lorsque une bibliothèque est manquante. Donc, on est de retour chez Google. Encore une fois, c'est un cahier qui a été lancé à partir de mon dépôt GitHub. Donc, si je vous fais le tour, là, c'est un petit programme tout simple qui est là pour démontrer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaie d'exécuter un cahier et qu'il y a des bibliothèques manquantes. Donc, pour mon exemple, j'ai décidé d'utiliser une bibliothèque qui s'appelle LangDetect, qui permet de détecter la langue d'une chaîne de caractères. Donc, est-ce que c'est l'anglais ou le français, par exemple? J'ai choisi ça parce que je sais qu'elle n'est pas disponible dans l'environnement. Donc, si elle n'est pas disponible dans l'environnement, on s'attend que lorsqu'on va exécuter cette cellule-là, There's nothing playing. ça c'est une intervention de Siri. Donc, si on exécute cette cellule-là, on s'attend à ce qu'il y ait un message d'erreur. Encore une fois, on a le message qui nous dit « Est-ce que tu veux vraiment exécuter ça? » Ben oui, c'est moi qui ai créé le code. Et là, on s'attend à ce qu'il y ait un message d'erreur qui apparaisse dans la page, dans le cahier. OK, donc il semble que ça prenne un petit peu plus de temps qu'à l'habitude. Il se pourrait qu'il y ait pas mal d'utilisateurs sur la plateforme. Donc, ça vous donne une idée aussi qu'il ne faut pas se prendre nécessairement trop à la dernière minute pour faire les travaux lorsqu'on utilise l'environnement de Google, puisque il se pourrait que, à l'occasion, ça prenne un petit moment à ce qu'on nous donne accès à un processeur. Là, je vais quand même
OK, ça me dit que effectivement, il est en train d'y penser. OK, c'est un peu pénible ce truc-là. On est pourtant bien branché avec mon compte personnel. OK, on va voir si je peux accélérer la chose en relançant cette page-là. OK, on s'essaye à nouveau. Ah, ça a été plus rapide cette fois-ci. OK, donc comme prévu, l'exécution de cette cellule-là génère une exception puisque la bibliothèque langue de texte n'était pas installée et pas disponible dans l'environnement Colab. Je vous propose plus loin là, dans le cahier une façon de contourner le problème. Donc, copier ça. Je vais éditer ma cellule. Avant de faire l'import, j'ajoute ça. Donc, le point d'exclamation ici, c'est, en anglais, on appelle ça shell escape. Ça me permet d'exécuter une commande dans le shell Linux qui se trouve derrière, c'est-à-dire dans lequel le serveur Jupyter est exécuté. Donc, on va regarder ce qui se passe. Donc, le point d'exclamation veut dire va dans le shell derrière dans lequel tourne notre serveur Jupyter, installe la librairie en question. Tout a fonctionné, on a le petit crochet vert, ça a pris 12 secondes. Maintenant, je devrais être en mesure d'exécuter ceci. On voit que la méthode detect de cette bibliothèque-là a été en mesure de reconnaître que la chaîne de caractères bonjour tout le monde est en français. Hello everybody. Ah. Il me semble que cette bibliothèque-là peut avoir certains défis. This is an example of a longer string. Donc, il se pouvait que la chaîne était trop courte. La bibliothèque a eu un défi à reconnaître la langue utilisée. Donc, on va prendre une minute ou deux là, pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je vous ai dit que le point d'exclamation nous permet d'exécuter une commande dans un shell Linux dans lequel tourne le serveur Jupyter. Donc, si c'est vrai, si c'est un shell, je devrais être en mesure d'exécuter des commandes Linux. Par exemple, uname. Ah, il me dit voilà, c'est un ordinateur Linux. Je peux lui demander plus d'informations. Je peux regarder, mais je suis où? Je suis présentement dans le répertoire /content. Je peux regarder, mais qu'est-ce qu'il y a dans le répertoire? Ah, il y a un sous-répertoire qui s'appelle Sample Data. Peut-être que je suis curieux. Je veux voir qu'est-ce qu'il y a dedans. ls. Ah, il y a déjà tout ça. Je vois qu'il y a un fichier qui s'appelle readme.md. Je pourrais être encore plus curieux et vouloir afficher le contenu de ce fichier-là. On voit que lorsque la machine démarre, Google s'est assuré qu'il y a des données qui sont déjà disponibles si vous voulez faire des expériences. Donc ça confirme là, que l'idée, puis je pourrais enlever ça, qu'on
On a un shell derrière. Je peux être très très curieux. Regardez qu'est-ce qu'il y a à la racine de cet ordinateur-là. Qu'est-ce qu'il y a dans le répertoire /proc. CPU info. On peut afficher ça, etc. OK, donc ça peut être utile parfois pour du débogage, pour comprendre ce qui se passe, de savoir que ça nous permet d'exécuter des commandes Linux dans nos cahiers. Parfois, on va même télécharger des données à l'aide de la commande wget dans le shell. OK, je pense que c'est assez pour ce cahier-là. On va retourner à la présentation. Un autre exemple, que j'ai créé, qui est assez simple, c'est pour voir le prix des actions de certaines compagnies. Celui-là, je vais peut-être l'exécuter dans mon ordinateur local, puis peut-être vous donner un exemple justement où je vais utiliser JupyterLab plutôt que Jupyter Notebook. C'est un environnement qui est vraiment très très semblable, qui est plus moderne, et entre autres, il y a l'avantage qui nous permet d'accéder comme ça aux fichiers de notre ordinateur. Donc, ça devient vraiment un peu plus un environnement de développement. OK, donc c'est un autre exemple de cahier. Ce n'est pas celui que je voulais vous montrer. On va faire discard. On va aller à stock price. OK, donc capitalisation boursière. Ça, c'est l'exemple que je voulais discuter. Donc, l'idée était la suivante. Je voulais valider l'idée que, puisque en apprentissage automatique, on utilise beaucoup des processeurs graphiques de NVIDIA, je me suis dit que les prix de NVIDIA, des actions, se sont certainement envolés dans l'intervalle 2012 à 2024. Pour faire ça, j'utilise une bibliothèque qui s'appelle Yahoo Finance, qui me permet de lire des informations à partir du site de Yahoo qui fournit des données sur la capitalisation boursière. OK, donc je vais... Oups, désolé, je vais exécuter cette cellule-là. Les données qui m'intéressent, c'est NVIDIA et Intel. Donc, je sais que les identifiants, c'est ça. Je vais télécharger des données historiques. Voilà, c'est complété. Comme je vais au préalable regarder ces données-là, je sais précisément quelles sont les colonnes qui m'intéressent. Je peux maintenant afficher un graphique. Donc ici, on a le prix des actions de NVIDIA et Intel. Intel étant en orange et NVIDIA étant en bleu à partir de 2012 jusqu'à maintenant. Puis on voit que le prix des actions, là, historiquement, NVIDIA était beaucoup moins cher. Et maintenant, on est presque au même niveau. Peut-être que ce qui m'intéresse, c'est pas nécessairement la valeur des actions, mais la capitalisation boursière, c'est-à-dire le nombre de parts multiplié par le prix des actions. J'exécute cette cellule-là. Puis je peux maintenant avoir un graphique de la valeur de ces deux cours-là. Donc, cette fois-ci, pour ce graphique-là, NVIDIA est en bleu, Intel est en orange. Puis on voit que vraiment la valeur en bourse de NVIDIA est maintenant beaucoup plus élevée que celle d'Intel. OK, donc ça c'était mon petit exemple. Vous allez voir dans une seconde pourquoi je vous ai présenté cet exemple-là. Donc, l'autre exemple que je vais vous présenter, peut-être celui-là, bon, on peut retourner justement à notre environnement lab.
comme ça. Donc, celui-là, tout simplement, je voulais vous proposer l'idée que c'est tellement un environnement intéressant que vous pouvez l'utiliser pour vos propres notes. Moi, bien souvent, quand je m'intéresse à des concepts mathématiques, j'aime écrire des programmes pour confirmer ma compréhension des concepts. Donc ici, je m'intéressais au théorème de la limite centrale. Je me suis dit, je vais écrire des exemples qui me permettent de comprendre. Donc ici, on a une distribution uniforme et on a généré 1000 échantillons, 1000 valeurs, désolé. On voit qu'on a effectivement une distribution uniforme. Théorème de la limite centrale nous dit que si on fait des échantillonnages de valeurs, que la moyenne de ces échantillons-là aura une distribution normale, peu importe la distribution des données eux-mêmes. Donc on avait une distribution, on a des données qui suivent une distribution uniforme. Je fais 31 échantillons. Pour chaque échantillon, je vais chercher 1000 exemples. Si j'exécute ceci, oups, petit problème d'affichage là, pour une raison quelconque. Peut-être que si je diminue un peu la taille, ce sera plus facile à voir. OK, donc on voit l'histogramme comme prévu, une gaussienne, une distribution normale. Puis ici, je m'intéressais, j'ai des données qui sont générées selon une distribution exponentielle. On la voit bien. On fait 31 échantillons, chacun ayant 1000 éléments de données. On s'attend que la moyenne de ces échantillons-là suive une distribution normale, ce qui semble supporter le concept. Okay? Donc tout ça, c'était tout simplement pour vous dire que cet environnement-là peut être intéressant pour vos propres notes. Ça nous permet d'écrire aussi avec LaTeX des fonctions mathématiques, etc. Prochain point, simplement pour vous dire que tout au long du semestre, quand on va avoir des exemples, puis on va en avoir beaucoup, les exemples qui se retrouvent dans vos notes sont exécutés et produisent les graphiques que l'on voit dans les notes. Donc, chaque fois que vous voyez un élément graphique dans mes notes, c'est que le résultat a été produit par un programme Python. Et chaque lecture, chaque cours est disponible en format HTML, React.js, comme on le voit présentement, comme ça, mais aussi sous forme d'un cahier Jupyter. On peut donc télécharger les notes du cours et exécuter les exemples, modifier et même prendre des notes dans le cahier. Donc, si on retourne dans JupyterLab, peut-être remettre la police un peu plus grosse pour qu'on voit ce qui se passe. J'enlève. Donc, on a vraiment ici une copie de la présentation qu'on a regardée ensemble avec les objectifs d'apprentissage. Je vous rappelais où vous pouvez trouver des ressources pour Python. Toutes les notes que j'insère dans mes présentations et qu'on ne voit pas à l'écran, vous les retrouvez dans les cahiers Jupyter, dont vous avez accès aux notes de cours. Essentiellement, tout ce que je dis, tout ce que je verbalise en classe, je l'ai caché dans les notes et vous y avez accès dans les cahiers Jupyter Notebook. Donc là, je me déplace. Je vais plus loin là, dans la présentation, là où on était. Donc, on en était à notes de cours.
il y avait un exemple de programme et on voit le résultat ici. Donc là, je peux aller effacer le contenu des cellules. Okay? Donc là, on voit que le graphique est disparu. Et je peux réexécuter le code et je vois immédiatement le résultat. Je pourrais changer la couleur, changer l'épaisseur de la ligne, je réexécute la cellule et on voit immédiatement le résultat. Donc, lorsqu'on aura des exemples d'algorithmes d'apprentissage, ça vous permet de jouer avec ces exemples-là et d'exécuter les programmes. Ça va tourner même dans Google Colab. Ça vous permet même aussi d'ajouter vos propres notes dans le cahier. OK, donc ceci est une note personnelle. Jupyter Rocks. Et là, j'ai modifié mes notes. Okay, donc, ça va vous permettre d'ajouter des annotations. À mon sens, c'est beaucoup plus pratique que d'ajouter des notes dans des fichiers PDF. Ici, vous pouvez ajouter des notes dans un cahier qui contient du code source que vous pouvez exécuter. Okay, donc, c'était pas mal ce que je voulais vous parler. On a maintenant ce qu'il faut pour comprendre une compréhension de base de l'exécution de cahier Jupyter. On sait comment utiliser l'environnement Google Colab. Évidemment que votre savoir, votre performance là, va évoluer à mesure que vous utilisez ces environnements-là, mais vous pourrez toujours revenir à cette vidéo-là. J'ai quand même prévu quelques éléments supplémentaires si vous avez quelques minutes puis si ça vous intéresse. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, je vous propose quelques liens vers de la documentation pour les cahiers Jupyter et l'environnement Colab. Puis là, j'aimerais vous parler de quelques sujets supplémentaires. Contrôle de version. Donc, par défaut, les cahiers Jupyter Notebook vont stocker les images dans le cahier lui-même. D'une part, ce que ça fait, c'est que les fichiers peuvent être assez gros, assez massifs, puisque les images, les graphiques sont insérés dans le cahier lui-même. Et vous allez voir qu'il y a d'autres éléments aussi qui rendent la chose un peu plus complexe. Je vais tout simplement maintenant arrêter mon serveur pour que je puisse retourner dans mon terminal. OK, donc on avait l'exemple ici des cours en bourse et dans lequel il y avait des graphiques. Qu'est-ce qu'un fichier Jupyter Notebook? Okay, donc c'est un fichier avec l'extension IPYNB, donc IPython Notebook. Et si je regarde le contenu, parce que vous allez voir, c'est un fichier texte. C'est en fait un fichier JSON où on a des cellules. On peut avoir des cellules de type Markdown, du texte, des cellules de type code. J'ai mes énoncés ici, Python. Mais aussi des cellules qui contiennent des données et les graphiques sont sauvegardés dans le fichier lui-même en JSON sous forme d'images PNG qui ont été encodées en format base 64. Donc ça
ça va être très très gros, d'une part, mais aussi ça pose d'autres défis. Okay, donc les cahiers Jupyter, c'est des documents JSON. Lorsque le document contient des images, elles sont sauvegardées en format PNG base 64. Ça veut dire que la taille des fichiers peut être assez importante, mais ça cause aussi toutes sortes d'autres défis. Entre autres, les programmes qu'on utilise pour le contrôle de version ou pour comparer deux programmes s'attendent à recevoir du code source, pas du code JSON. Donc ça peut aussi poser des problèmes. Vous vous imaginez que si on fait un diff, la différence entre deux cahiers, deux versions d'un cahier, bien, ce qu'on va voir, c'est la différence des fichiers JSON, ce qui nous donne vraiment peu d'informations pour comprendre les changements qu'on a faits à notre programme. Donc, il y a plusieurs façons de contourner ces défis-là. D'une part, il est possible dans l'environnement d'exécution d'éliminer toutes les graphiques. Par contre, pour les devoirs, on vous demande de conserver ces graphiques-là parce qu'on veut pouvoir corriger le plus rapidement possible vos travaux sans avoir nécessairement à les réexécuter. On va le faire si on a des inquiétudes ou si on veut valider des hypothèses. Il y a aussi des outils que vous pouvez installer qui vous permettent de faire ça à partir de la ligne de commande. Donc ici, Jupyter NBConvert, Clear Output, ça va me permettre de retirer les graphiques de mon document. Si vous voulez comparer deux cahiers Jupyter, l'un par rapport à l'autre, vous pouvez aussi installer un outil qui s'appelle MBD IME qui va vous permettre de faire la comparaison, pas au niveau JSON, mais au niveau vraiment du rendu visuel. Okay, donc ça c'est simplement quelques petits trucs si jamais vous avez des soucis par rapport au fait que les cahiers Jupyter sont des documents JSON. Prochain point sur lequel je voudrais apporter votre attention, c'est la gestion des environnements, c'est-à-dire la gestion des librairies que vous installez sur votre ordinateur. Le premier point qui est vraiment très très important, je vous encourage vraiment à ne pas vous embarquer dans une aventure comme ça d'explorer les diverses façons de gérer les environnements, les bibliothèques sur votre ordinateur. La dernière chose que vous souhaitez, c'est de bousiller vos configurations puis d'avoir un ordinateur qui ne vous permet plus de faire la compilation de vos devoirs. Donc, c'est un beau projet pour Noël. Et pourquoi je vous propose ça? Ben, c'est que si vous souhaitez faire une carrière en programmation, puis particulièrement en apprentissage machine, vous allez travailler avec plusieurs projets et il se pourrait que ces différents projets-là utilisent des librairies qui sont incompatibles. Donc, ça devient très difficile de gérer les bibliothèques sur votre ordinateur personnel si vous n'utilisez pas des environnements pour la gestion des bibliothèques. Donc, je me répète là, mais durant le semestre, je vous encourage vraiment à soit utiliser simplement PIP ou à utiliser Google Colab. Allez-y en fonction de vos aptitudes. C'est pas tout le monde qui aime jouer avec ces choses de bas niveau-là, donc perdez pas de temps avec ça, mais éventuellement, ça pourrait être une bonne idée de comprendre ces environnements-là. Okay, donc, ce sont des environnements qui vous permettent de gérer les librairies qui sont installées et de les séparer en fonction des projets sur lesquels vous travaillez. Je vous montre.
OK, donc moi, j'utilise un environnement. Pour l'instant, on va l'appeler Conda. Donc, pour le cours 4506, j'utilise l'environnement AI. Mais vous voyez que j'ai plusieurs environnements selon que c'est mon cours aux études supérieures, Machine Learning for Bioinformatics, ou que je travaille sur des projets de recherche, etc. Donc, je vais changer d'environnement en fonction du projet sur lequel je travaille et chaque environnement est isolé des autres. Les bibliothèques, les librairies qui sont installées dans cet environnement-là ne vont pas être en conflit avec mes autres projets. Si on regarde dans cet environnement-ci, vous allez voir qu'il y a un très grand nombre de librairies installées. Donc, pour enseigner le cours 4506, l'environnement que j'utilise a 277 librairies installées. Donc, quand je vous disais, on favorise l'utilisation de Google Colab pour que vous n'ayez pas à installer toutes ces librairies-là sur votre ordinateur, ce qui pourrait aussi utiliser beaucoup d'espace. Vous en avez une démonstration ici. Donc, avec ces environnements-là, si je veux changer de projet, j'ai simplement à dire Conda Activate, Python 310, qui est un autre environnement que j'utilise souvent. Et celui-là a 416 librairies installées. Donc, ces outils-là nous permettent de gérer comme ça les librairies qui sont installées de façon indépendante, de mettre à jour les librairies qui sont installées. Donc, si je fais un Conda Activate AI, si je veux m'assurer que mon environnement a les dernières versions, Conda Update All. Oups. Il manquait un tiret. OK, donc ça me permet comme ça de mettre à jour l'ensemble des bibliothèques de mon ordinateur sans difficulté. Et ça, c'est fait de façon indépendante de mes autres projets. Donc, je sais que lorsque je vais retourner à mon autre cours, il n'y aura pas de conflit, même si j'ai mis à jour mon environnement. Donc, il y a plusieurs environnements qui sont disponibles. Certaines personnes commencent par utiliser l'environnement Anaconda. C'est ce que j'ai fait. L'avantage, c'est que c'est un environnement qui vient déjà avec au-delà de 250 librairies populaires pour l'apprentissage machine qui sont installées avec l'environnement lorsqu'on l'installe. Certaines personnes n'aiment pas utiliser Anaconda justement parce que ça télécharge beaucoup de bibliothèques qui ne sont peut-être pas utilisées par cette personne-là. Donc, si c'est le cas, il y a un environnement qui s'appelle Miniconda qui permet d'installer les librairies à la pièce. Au début, on a un environnement vide, puis on ajoute comme ça, une à une, les bibliothèques qui nous intéressent. Ça permet justement de gérer à la fois Python, R et Julia et d'autres langages comme ça. Ça évite des conflits. Avec le temps, vous allez peut-être choisir d'autres environnements. Dans mon cas, en fait, il se trouve que j'utilise pas Conda, j'utilise un environnement qui s'appelle Micromamba parce que Conda peut devenir très très lent. Conda a aussi parfois certaines problématiques où l'environnement de base devient corrompu, puis là, on doit réinstaller. Donc, c'est assez frustrant. Donc, moi, je suis passé à quelque chose qui s'appelle Micromamba. Si on retourne dans mon shell, juste un instant. OK. Si on
On voit que, en fait, lorsque je tapais Conda, c'était tout simplement un alias pour Micromamba, qui est tout simplement, comme on dit en anglais, un drop-in, un environnement qui a été conçu pour fonctionner avec les mêmes commandes, euh, les mêmes arguments, mais qui est beaucoup plus rapide et qui évite tout un paquet de soucis. Donc, comme je vous disais, c'est pas quelque chose à regarder tout de suite, mais dans votre vie de développeur, de programmeur, dans votre développement de solutions pour des problèmes en apprentissage automatique, ça peut être une bonne idée de jeter un coup d'œil du côté de ces environnements-là. Puis je vais terminer avec une ressource. Lorsqu'on termine nos études en informatique, bien souvent on se rend compte que il y a plusieurs outils dont on ne nous a pas parlé, qui sont beaucoup utilisés dans le marché du travail et qui, finalement, si on les connaissait, auraient été très, très utiles tout au long de nos études. Donc, MIT a créé des ressources qui s'appellent The Missing Semester, où on vous propose des cours, des petites présentations sur des sujets comme l'environnement, un shell, un environnement de commande, les divers éditeurs, l'environnement Git, et d'autres sujets comme ça qui peuvent être utiles. Donc, j'ai pensé que ça pourrait être une bonne idée de partager cette ressource-là avec vous qui pourrait peut-être même dès maintenant vous être utile.